Donc oui, il ne s'agit pas de crise sur les marchés boursiers, mais de crise sur les marchés de la dette, et notamment le marché de la dette souveraine et la crise bancaire. Bon, ce sont des thèmes un peu différents, ce sont des sujets un peu plus spécialisés et je dirais moins développés que ce qu'on vient d'entendre, dans la mesure où ce que je vais vous présenter, ce qui est basé sur un article avec Olivier Jeanne, c'est pratiquement une des toutes premières tentatives d'essayer de joindre le phénomène qu'on a observé ces 2-3 dernières années, notamment en Europe, qui est l'interconnexion des crises bancaires et des crises de dette souveraine. Et donc il s'agit de construire des modèles qui permettent un peu de rendre compte de ce phénomène. Et alors, je vous montre une première tentative. Alors l'esprit est un peu différent. Ici, l'esprit, c'est moins de développer une théorie générale et plus de développer un outil d'analyse relativement spécialisé, très simple, mais qui permet de comprendre un peu mieux un mécanisme important. Alors, avant de vous montrer le modèle, je voudrais quand même vous rappeler un peu des données importantes. Alors ici, nous avons les rendements sur la dette souveraine de différents pays européens sur la dette à 10 ans. Et évidemment, les rendements donc les rendements que le marché demande pour tenir cette dette a explosé pour la Grèce et elle a fortement augmenté pour d'autres pays à haut risque. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a baissé pour l'Allemagne et pour la France jusqu'à très récemment. Là, pour la France est en train de diverger par rapport à l'Allemagne. Et ce qui est important ici, c'est qu'il faut bien comprendre que c'est un phénomène commun. Quand on voit les rendements qu'on demande sur certains types de dettes très risquées qui augmentent, eh bien, en contrepartie de ça, on voit les rendements qu'on demande sur des dettes peu risquées diminuer. Donc, c'est le même phénomène qui produit la baisse des rendements en Allemagne que la hausse des rendements sur la dette des pays risqués. Pourquoi est-ce qu'on voit maintenant un risque sur ces dettes? Eh bien, parce que l'endettement est très élevé. Et ici, ce graphique, pratiquement le seul que je connaisse qui a été mis en place par McKinsey, montre que le problème de l'endettement est assez compliqué puisque on ne peut pas juste regarder les niveaux de dette publique. Il faut regarder l'ensemble des dettes dans un pays parce que souvent, quand on sépare la dette publique, la dette des entreprises, la dette des ménages, la dette dans le secteur bancaire, c'est une séparation artificielle. Comme on l'a vu dans le cas de l'Irlande, par exemple, où l'Irlande avait une dette publique très faible, en ratio par rapport au produit national brut. Puis quand la crise est venue, l'Irlande a été obligée de sauver son système bancaire et donc en fait de mutualiser ou de nationaliser la dette du secteur bancaire et du coup sa dette publique a explosé. Et on voit un peu la même chose se produire en ce moment en Espagne. Donc il faut regarder l'ensemble des dettes. Et quand on regarde l'ensemble des dettes, c'est assez impressionnant, ça fait peur. Bon, déjà, on voit la Grande-Bretagne et un record. Bon, en particulier, donc ceci, c'est simplement, on ne fait pas de distinction entre dettes détenues par les ménages domestiques et étrangers. C'est vraiment la somme totale des dettes divisée par le produit national brut. Et bon, évidemment, la Grande-Bretagne, vous voyez ici, ça reflète le fait que c'est un centre financier, mais même quand on corrige pour ça,
on voit qu'elle a quand même une dette très élevée, 380% ou plus par rapport au produit national brut. Le Japon, c'est un peu un mystère. Pourquoi le Japon, on ne s'inquiète pas plus pour le Japon. Et par ailleurs, on voit que, évidemment, l'Espagne, qui avait en 2008, vous voyez, c'est calculé pour 2008, l'Espagne en 2008 avait une dette publique, donc une dette du gouvernement de l'ordre de 50% par rapport au produit national brut. Et cette dette augmente très fortement parce qu'on voit que la partie qui est dans le secteur bancaire, ici, est en train d'être transformée en dette publique. Et la grande crainte, c'est que la même chose va se produire pour les ménages. Les ménages sont très fortement endettés. Bon, pour la France, on voit que c'est aussi assez élevé. Et bon, c'est en partie pour ça que maintenant les marchés financiers commencent à s'inquiéter. Parce que ce sont des niveaux de dette historiquement très élevés. J'insiste beaucoup sur ce thème de fuite vers la qualité, puisque c'est un peu au cœur de l'analyse qu'on fait. Et pour vous donner un peu un ordre d'idée, donc c'est un think tank à Bruxelles qui s'appelle Redefine, qui a fait cette estimation. Vous avez vu sur le graphique que je vous ai montré sur les rendements demandés par le marché qui baissent pour l'Allemagne. L'Allemagne aujourd'hui peut emprunter à 10 ans à un taux d'intérêt de 1,5%. C'est extraordinairement bas. L'Allemagne est capable aujourd'hui de financer sa dette publique à des taux très faibles. Et ça représente un gain qui vient de la crise européenne, un gain pour l'Allemagne. Donc les estimations sont de l'ordre de 20 milliards gagnés jusqu'à maintenant en euros, et encore 20 milliards, c'est probablement une sous-estimation. Mais donc il y a eu un gain direct pour le contribuable allemand sous forme de baisse de coûts d'emprunt pour le gouvernement. Un ou deux mots à propos de la Grèce, et puis après je me lancerai dans l'analyse du modèle. Alors la Grèce, c'est vraiment un exemple très intéressant. Bon, la chose la plus importante l'événement le plus important qui s'est produit cette année, c'est que la dette de la Grèce a été diminuée, a été effacée de 100 milliards d'euros. C'est une somme colossale. Et on a effacé cette dette sous forme d'un accord de renégociation de la dette entre les banques qui détenaient cette dette et d'autres investisseurs, le gouvernement grec sous pression de l'Union européenne et le Fonds monétaire. Ça s'est fait sans aucune réaction dans les marchés financiers. Donc, pour revenir à la présentation qu'on a vue précédemment, on a effacé une promesse de paiement de valeur de presque de 100 milliards et il n'y a eu aucune réaction dans les marchés financiers. Ça s'est fait de manière parfaitement ordonnée. Et je veux insister sur le fait qu'on n'a pas d'exemple historique de ce type de restructuration, d'un montant aussi important qui a été restructuré de manière non désordonnée, de manière gérée, parfaitement gérée. Alors pourquoi est-ce que ça a été possible? Eh bien parce que bon, la Grèce, il y avait une circonstance assez particulière. C'est que la dette que la Grèce avait émise depuis son entrée dans l'euro, bien que ce soit une dette en euros, dénominée en euros, c'est une dette qui est considérée comme une dette nationale. Et ça veut dire que juridiquement, le Parlement grec peut changer les termes de cette dette, et c'est ce qui a été fait. Donc cette dette a été renégociée par un vote, une nouvelle loi au Parlement qui a inséré dans la dette grecque ce qu'on appelle des clauses d'action collective. Ces clauses d'action collective, ce sont des clauses qui permettent à une majorité ou une supermajorité de détenteurs de la dette
de réviser les termes, ou par exemple de baisser le montant, le coupon ou le principal qui doit être remboursé. Donc la Grèce a passé une loi, a introduit ces clauses d'action collective. Ensuite, on a demandé aux gens, aux investisseurs de voter, et les investisseurs ont accepté la baisse de la valeur de cette dette à la suite d'une offre d'échange. Alors je mentionne ça parce que quand on a des niveaux de dette très élevés, tellement élevés que finalement le pays est insolvable, comme la Grèce, le problème qui se pose numéro un, c'est le problème de la restructuration. Et bon, on a eu un peu de chance, c'est que dans le cas de la Grèce, c'était faisable, c'était possible de restructurer relativement facilement. Mais ce cas de figure est assez exceptionnel et n'est pas le cas de figure pour les autres pays membres de la zone euro. Donc le problème de la restructuration de la dette va être un problème à l'avenir plus difficile. Alors, je vais vous mettre maintenant avec cette introduction un peu approximative du contexte. Je vais vous présenter le modèle et j'espère que le modèle va faire parler un peu les questions, les problèmes qui se posent aujourd'hui à l'Europe. Alors, comme je l'ai dit, c'est un modèle, une tentative de modéliser des crises de dette souveraine qui sont contagieuses. Donc, quand on a vu, par exemple, le problème de dette se poser en Grèce, ils n'ont pas été circonscrits à la Grèce. Comme vous avez vu le graphique, les rendements demandés par le marché ont commencé à évoluer dans les autres pays. Donc, il y a eu des problèmes il y a eu des craintes de contagion d'autres pays membres de la zone euro. Alors, on va vouloir savoir pourquoi les marchés réfléchissent en termes de contagion et quelles sont les conséquences. Et alors ici, le mécanisme qu'on va mettre en valeur, c'est que la contagion, elle opère par l'intermédiaire du secteur bancaire. Et le secteur bancaire, une des conséquences de l'unification monétaire, ça a été l'intégration du secteur bancaire à l'intérieur de la zone euro. Et l'intégration du secteur bancaire va vouloir dire quelque chose de très précis dans le contexte du modèle, c'est que les banques européennes dans la zone euro ont commencé à détenir de la dette émise par les différents pays membres, pas uniquement de la dette émise par leur propre gouvernement. Et je vais vous montrer des données assez intéressantes, bon, imparfaites, mais intéressantes, qui montrent qu'effectivement, cette intégration a bien eu lieu depuis la création de la zone euro. Et une fois qu'on a compris que cette intégration peut avoir lieu, la prochaine question est de savoir quelles sont les conséquences de cette intégration et quelles sont les implications en termes de contagion. Donc ça va être une première chose que je vais vous montrer. Avant de me lancer dans l'analyse, je vais peut-être vous énoncer une des conclusions principales de l'analyse. Je reviendrai là-dessus évidemment par la suite. C'est que l'intégration financière qui a eu lieu par l'intermédiaire de l'intégration monétaire, donc l'intégration financière dans une union monétaire, mais qui n'est pas une union fiscale, comme on l'a en ce moment en Europe, va se traduire par une inefficacité importante. Alors, une de ces inefficacités est bien connue, c'est que, a été beaucoup mentionné dans la presse, c'est que les gouvernements à haut risque, pensez la Grèce, vont avoir tendance à émettre trop de dettes. Alors, pourquoi est-ce que la Grèce a émis trop de dettes? Parce que jusqu'à la crise financière, jusqu'à 2007, la Grèce a pu emprunter à des taux très bas. Des taux pratiquement équivalents aux taux allemands ou français, parce que
la perception du marché, c'était que la dette grecque n'est pas plus risquée que la dette française ou allemande. Probablement une perception qui était mauvaise, ce n'était pas des anticipations rationnelles. Mais ce que je vais vous montrer, c'est que dans le modèle, même si le marché a des anticipations rationnelles, donc même si le marché demande une compensation de risque pour le vrai risque encouru, même dans ce cas-là, le pays qui a les plus hauts risques va avoir tendance à émettre trop de dettes. À l'inverse, et ça n'a pas été beaucoup mentionné dans la presse, c'est qu'il y a une autre inefficacité, et que le gouvernement le plus sûr, le moins risqué, va avoir tendance à trop restreindre son émission de dette. Donc l'Allemagne, si vous voulez, n'émet pas assez de dettes par rapport à ce qui est efficace pour la zone euro. Alors ces inefficiences peuvent être éliminées grâce à l'intégration fiscale. Alors l'intégration fiscale, ici, comprenait quelque chose qui peut aller de quelque chose assez limité comme la mutualisation de la dette jusqu'à une vraie intégration fiscale. On va vous montrer un scénario particulier, mais si on a l'intégration fiscale, à ce moment-là, on va avoir un gain d'efficacité pour la zone euro, on va montrer dans le modèle, mais le problème, c'est que l'intégration fiscale ne va pas être quelque chose qui va être dans l'intérêt du pays le moins risqué. Alors justement, quelques données. Alors très rapidement, je sais que je suis déjà un peu en retard, donc je vais juste vous montrer un seul graphique, qui est celui-ci. C'est des données qu'on a pu obtenir sur les portefeuilles de dettes souveraines détenues par les banques dans la zone euro. Alors en général, on n'a pas accès à ce genre de données, mais comme il y a eu le stress test des banques en 2010, on a pu se reposer sur ces données qui sont devenues publiques pour la première fois pour faire ce genre de calcul. Alors ce que vous voyez en bleu ici, c'est la part de la dette, par exemple pour l'Autriche. Ici, ce que vous voyez en bleu, c'est la part de la dette autrichienne dans les portefeuilles de dettes souveraines étrangères détenues par les banques de la zone euro, qui ont eu un stress test. Donc ce ne sont pas toutes les banques ici, ce sont juste les 90 banques qui ont été analysées, mais c'est imparfait, mais c'est quand même quelque chose d'intéressant qu'on apprend. Alors ce que vous voyez par rapport, ce qui est en bleu par rapport à ce qui est en rouge, c'est la part de la dette émise par ces pays par rapport à l'ensemble des émissions de dette publique dans la zone euro. Et donc vous voyez que ça se rapproche assez. Ce qui veut dire qu'il y a eu diversification. Quand on regarde une banque autrichienne ou une banque française ou une banque allemande ou même une banque italienne, elle va avoir un portefeuille de dette souveraine de la zone euro assez diversifié. Et d'ailleurs, c'est une des choses qui a été dans les débats, c'est que si la Grèce fait défaut, une des questions, c'était quelle est l'implication pour la Société Générale, pour Crédit Agricole, BNP, qui détient la dette grecque. Ça, c'était juste pour les trois grandes banques françaises, mais on aurait pu poser la même question pour toutes les banques en Europe. Donc, sachant qu'il y a cette diversification, il peut y avoir contagion. Et donc, voilà, maintenant, je vais me tourner vers l'analyse d'un modèle qui met ça en valeur. Et donc, je vais commencer d'abord par présenter le modèle pour un seul pays, et ensuite vous montrer qu'est-ce qui se passe si on a deux pays qui se mettent ensemble dans une union monétaire. Alors, dans un seul pays, on va avoir des modèles assez proches de ce qu'a présenté Roger Guenry auparavant. On va regarder un modèle macroéconomique très simple. Il y a un agent représentatif avec fonction d'utilité U. Alors ici, il n'est pas averse au risque. Pour simplifier, il est neutre au risque, donc il regarde juste son utilité directement proportionnelle à la somme des consommations en période 0, 1 ou 2 de cet agent représentatif. Il y a 3 périodes parce que on va vouloir une première période où les agents
consomment une part de leur richesse et prêtent une part de leur richesse au gouvernement qui va utiliser cet argent pour produire un bien public. Donc le gouvernement va produire un bien public qui va avoir de la valeur et va financer ce bien public par de la dette. Donc c'est ce qui se passe à la date 0. Ensuite, à la date 1, il va y avoir la possibilité d'investir pour les ménages ou les banquiers. Ici, on ne fait pas de distinction, tout le monde est ménage ou banquier. Modèle macro très simple. On n'a pas besoin de faire une distinction, en tout cas, c'est pas nécessaire. Bon, pour l'instant, pour ce qu'on veut mettre en valeur, ce n'est pas nécessaire de faire une distinction. Alors, ce qui se passe à la date 1, c'est qu'il y a des banquiers qui vont avoir donc une masse de banquiers oméga qui va avoir accès à des investissements et une masse 1 moins oméga qui ne va pas avoir accès à des investissements. Donc l'idée, c'est qu'il y a des banques qui vont avoir des projets dans lesquels elles peuvent investir, d'autres banques qui n'ont pas de projet, et donc ça crée un besoin d'échange dans le marché interbancaire. Les banques qui n'ont pas de projet vont vouloir prêter aux banques qui ont des projets, et les banques qui ont des projets vont vouloir investir dans ces projets en utilisant leurs propres ressources et en empruntant aux autres banques. Donc on va avoir un marché interbancaire. Alors pourquoi est-ce qu'on a un marché interbancaire? Eh bien parce que ça c'est une des clés, une des raisons principales pour lesquelles les banques détiennent de la dette publique. Une des raisons pour lesquelles les banques détiennent de la dette publique, c'est que cette dette publique sert de garantie pour pouvoir emprunter sur le marché interbancaire, soit sur le marché interbancaire, soit auprès de la Banque centrale. C'est une des raisons pour lesquelles les banques veulent détenir de la dette, et c'est ce qui va se passer dans ce modèle. Alors, je vous montrerai ça par la suite, mais pour l'instant, vous êtes un banquier qui a un projet d'investissement, eh bien, vous investissez un montant grand I à la date 1, et vous obtenez un rendement à la date 2 qui est de I plus F de I. Donc F de I est le rendement net de l'investissement, et F de I va être une fonction concave avec un maximum à I étoile. Le problème pour un banquier qui a un projet d'investissement, c'est que le banquier n'a des ressources à la date 1 que de Y1. Donc, peut-être pas assez pour pouvoir investir de manière optimale. Alors, pour pouvoir investir plus, le banquier va vouloir emprunter auprès d'autres banques qui n'ont pas de projet, D, et donc le montant total qu'elles peuvent investir, c'est maximum, c'est Y1 plus D. Et D va être lui-même déterminé par les garanties que les banques peuvent fournir à leurs prêteurs. Et ces garanties vont être sous la forme de dette publique, et je vais vous montrer dans le prochain transparent comment ces garanties opèrent. Donc pour résumer, à nouveau, à la date 0, le gouvernement a des dépenses de biens publics G, émet de la dette B qui est valorisée par le marché au prix P0. Donc le montant total que le gouvernement peut lever auprès des ménages, c'est P0 fois B. Et donc le gouvernement va vouloir obtenir un financement égal à sa dépense. Donc les ménages vont fournir ce montant au gouvernement et le reste, leurs revenus sont Y0 et le reste, ils vont consommer. Alors à la date 1, comme je vous ai dit, il y a des banques, il y a des ménages banques qui vont vouloir emprunter et investir et d'autres qui vont prêter. Et donc le montant du prêt par banque est de D, par banque qui emprunte. Et ce montant, le maximum qu'une banque peut emprunter, est déterminé par la valeur des garanties qu'elle peut apporter. Et ces garanties sont sous forme de collatéral qui est la dette publique qu'elles détiennent et telle qu'elle est valorisée à la date 1. Alors P1 fois B, c'est la valeur de la dette publique à la date 1. Ça peut être donc la valeur de la dette allemande, par exemple, détenue par une banque allemande, qu'elle va pouvoir, donc la dette publique, qu'elle va pouvoir utiliser comme collatéral
pour emprunter auprès d'une autre banque. Alors combien est-ce qu'elle peut emprunter par unité de collatéral, valeur de collatéral? Eh bien ici, disons lambda, où on dit lambda est supérieur à 1. Donc ça c'est pour simplifier. Donc le montant maximum que cette banque peut emprunter, c'est donc investir, pardon, c'est I, qui est ses richesses plus ce qu'elle peut emprunter. Alors ce qui est important ici, c'est de voir que le prix P1 intervient dans ce terme. Le prix P1, c'est la valeur de la dette à la date 1, qui n'est pas nécessairement la même chose que la valeur de la dette à la date 0. Parce qu'entre la date 1 et la date 0, le marché apprend quelque chose sur le risque fondamental sur la dette publique. Si ce risque augmente, le prix va baisser. Si ce risque baisse, le prix va monter. Et on va supposer que les marchés sont parfaitement efficaces à la date 1 et ils arrivent à déterminer exactement s'il y a un risque de défaut ou pas sur cette dette. Donc, juste pour vous rappeler les contraintes de budget, je vous ai déjà montré cette contrainte pour les ménages à la date 0. Ça, c'est la contrainte de budget pour le gouvernement. À la date 1, eh bien, si vous êtes un banquier qui peut emprunter et qui peut investir, vous avez une richesse Y1, vous investissez I, vous empruntez D. Et si vous êtes un banquier qui n'a pas d'opportunité d'investissement, vous prêtez D, et donc vous avez une richesse Y1, et vous consommez le résidu. À la date 2, cet investissement donc a un rendement I plus F de I. Vous remboursez ce que vous avez emprunté, D. Vous obtenez un remboursement de la dette publique que vous avez détenue à la date 0 et vous êtes imposé par le gouvernement qui doit imposer les contribuables pour pouvoir rembourser sa dette. Alors le delta, c'est simplement une variable qui prend la valeur 0 s'il n'y a pas de remboursement et la valeur 1 s'il y a remboursement. Donc vous voyez que s'il y a remboursement, donc delta est égal à 1, à ce moment-là, les impôts sont égaux au montant que le gouvernement doit lever pour pouvoir rembourser sa dette. Alors, comment le modèle se résout pour un seul pays? Donc on est toujours dans le cas d'un seul pays. Donc imaginons qu'il y a un défaut anticipé à la date 0, rationnellement anticipé, avec probabilité pi. Donc à ce moment-là, ce défaut anticipé va se traduire par un prix que va prendre la dette à la date 0, P0. Mais quand on arrive à la date 1, on va dire qu'on sait parfaitement si un défaut aura lieu ou pas. Donc soit un défaut a lieu avec probabilité 1, soit il n'aura pas lieu avec probabilité 1. Et dans ces cas-là, ça veut dire que soit le prix à la date 1 est égal à 0, si un défaut est anticipé, soit il est égal à 1 s'il n'y a pas de défaut. Et vous voyez que c'est comme ça que un des mécanismes principaux s'opère. Donc c'est extrêmement simple dans le modèle, mais c'est de ça que tout le monde parle aujourd'hui. Le problème, c'est que quand un défaut est anticipé, donc imaginons prenons le cas de l'Espagne, on dit voilà, les banques espagnoles anticipent un défaut sur la dette souveraine espagnole. Le problème, c'est qu'elles détiennent beaucoup de cette dette sur leur bilan. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette dette n'aura plus aucune valeur de garantie. Elles ne pourront plus emprunter, les banques espagnoles. Donc, elles ne pourront plus investir. Ou elles investiront très peu. Juste ce qu'elles ont comme autre richesse par ailleurs. Si elles investissent peu, il y aura peu de production. S'il y a peu de production, il sera difficile de lever les impôts pour pouvoir rembourser la dette. Et donc, ça peut devenir autoréalisateur. C'est ça le gros problème auquel fait face l'Europe aujourd'hui, c'est que des anticipations
peuvent devenir autoréalisatrices simplement par l'intermédiaire du secteur bancaire. Alors, voilà en résumé ce qui se passe pour un pays. Maintenant, je vais vous montrer la partie intéressante de l'analyse. Qu'est-ce qui se passe quand on a deux pays? Et quand on a deux pays, ici, on va considérer que c'est une union monétaire, si vous voulez, entre l'Allemagne et la Grèce. Donc l'Allemagne est un pays sûr, il n'y a pas de défaut sur la dette allemande. La Grèce est un pays risqué, il peut y avoir un défaut sur la dette grecque. Donc S, c'est l'Allemagne, et R, c'est la Grèce ici. Alors le prix de la dette allemande à la période 1 est toujours égal à 1, puisqu'on sait que l'Allemagne ne va pas faire défaut. Par contre, le prix de la dette grecque va être risqué, et avec probabilité pi, on sait qu'il y aura un défaut. À ce moment-là, le prix de la dette grecque sera 0, c'est proche de la réalité aujourd'hui. Et avec probabilité 1 moins pi, on sait qu'il n'y aura pas de défaut, et à ce moment-là, la dette aura la valeur 1. Alors, qu'est-ce qui se passe dans un contexte de ce type? Alors, la Grèce et l'Allemagne qui vont former une union. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, en équilibre, ce qui va se passer, c'est que les banques grecques et les banques allemandes vont intervenir sur les marchés de dette publique, acheter de la dette allemande, acheter de la dette grecque en proportion égale. Les banques allemandes et les banques grecques vont se diversifier. Elles ne vont pas détenir 100% de la dette émise par leur pays. Alors on voit bien l'avantage pour la Grèce, pour les banques grecques, de faire ça. Parce que les banques grecques, en achetant de la dette allemande, elles limitent, elles diversifient le risque par rapport à leur propre souverain. Ce qui veut dire que si le souverain grec fait défaut, elles auront quand même des actifs précieux, qui est la dette allemande, et elles vont pouvoir utiliser ces actifs pour pouvoir continuer à opérer, notamment investir. Donc on voit bien l'intérêt pour les banques grecques d'essayer de détenir de la dette allemande. Donc un des avantages d'une union, c'est certainement pour un pays comme la Grèce, c'est qu'on apporte un actif, un collatéral peu risqué qu'on va pouvoir utiliser. Ça, c'est assez simple à voir. Pour l'Allemagne, c'est un peu plus compliqué. Pourquoi est-ce que les banques allemandes achèteraient de la dette grecque? Ça, c'est un peu plus compliqué à voir. Mais en fait, ce qui va se passer, et c'est ici où les anticipations rationnelles interviennent, c'est que la dette grecque, elle va avoir un rendement très élevé, puisque le marché anticipe un défaut, donc la Grèce va devoir vendre sa dette à un prix très bas. Un prix suffisamment bas que des banques allemandes se disent le risque à la marge, ça vaut le coup. C'est vrai qu'on prend un gros risque, mais on obtient un rendement très élevé, un rendement beaucoup plus élevé que sur notre dette allemande. Donc les banques allemandes voudront aussi se diversifier. Et d'ailleurs, c'est ce qui est efficace ici. Il y a diversification de portefeuille. Et ça, c'est l'avantage d'une union monétaire. L'union monétaire apporte des opportunités de diversification. Ça augmente le bien-être dans l'ensemble de l'union. L'agent représentatif grec et l'agent représentatif allemand vont avoir une utilité plus élevée, ex ante. Ça, c'est le gain ex ante. Le coût potentiel, la contrepartie, ex post, c'est qu'il va y avoir contagion financière. Contagion financière parce que si l'État grec fait défaut, ça va toucher les banques grecques, mais ça va aussi toucher les banques allemandes. Les banques allemandes étant touchées, il y aura moins d'investissements en Allemagne, etc. Et ça touchera l'activité allemande. Malgré tout, ici, c'est dans un modèle aussi simple que c'est assez simple à voir, le bien-être social pour les deux pays est plus élevé dans une union qu'en autarcie. Les deux pays ont à gagner à former une union. Ça, c'est la logique simple de la diversification. Si vous voulez, la logique de la diversification appliquée à la dette souveraine qu'on applique normalement à un investisseur par rapport aux actions. Donc ça, c'est pas très surprenant. Ce qui est beaucoup plus surprenant, c'est que
Ce qui est beaucoup plus surprenant, c'est que dans cette union, même si les dettes sont parfaitement valorisées par les banques, il va y avoir une inefficacité. L'inefficacité va venir du fait que, ce que je vous ai dit tout à l'heure, la Grèce va émettre trop de dettes, même si elle est obligée d'émettre à des prix très bas, et l'Allemagne va émettre trop peu de dettes. Alors, pourquoi on doit s'attendre à ça, même dans un marché à anticipation rationnelle? Eh bien, ça se résume un peu à ces deux formules ici. Ici, vous avez le prix de la dette grecque à la date 0. Le prix de la dette grecque est égal à 1 moins pi. Donc ici, on a une neutralité envers le risque. Quel est le risque encouru? Avec probabilité pi, le gouvernement grec fait défaut et la dette grecque ne vaut plus rien. Donc, à probabilité 1 moins pi, le gouvernement grec va rembourser. Donc, en neutralité envers le risque, le prix est égal à 1 moins pi. Ça se comprend, c'est très facile. C'est tout ce qui est de plus standard. Ici, c'est un peu plus intéressant. Le prix de la dette allemande n'est pas égal à 1. L'Allemagne ne vend pas sa dette au prix du risque sous-jacent, qui est de 1. L'Allemagne vend sa dette à un prix plus élevé que 1. Il y a un deuxième terme ici. Et ce deuxième terme, qu'est-ce que c'est? C'est probabilité pi, la Grèce fait défaut. Ça va toucher toutes les banques dans l'Union qui vont vouloir investir, qui ont des projets d'investissement. Une proportion de banques oméga qui vont vouloir investir. Pourquoi est-ce que ça les touche? Eh bien parce qu'avant, ces banques, elles pouvaient investir le maximum efficace, qui est I étoile. Maintenant, le collatéral qu'elles détenaient de dette grecque a disparu, il ne vaut plus rien. Donc la seule chose qui leur reste à ces banques, c'est le collatéral de la dette allemande. Ce collatéral leur permet d'emprunter un montant lambda BS. Ce montant n'est pas suffisant, ne leur permet pas d'investir de manière efficace. Et donc, elles obtiennent un rendement marginal qui est donné par F', qui va être positif puisqu'on n'est pas à l'optimum, I étoile. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Ici, il y a une valeur de rareté de l'actif sûr. Il y a ce qu'on appelle flight to quality. Il y a un flight to quality premium. C'est ce qu'on a vu sur les rendements pour l'Allemagne. Quand les rendements grecs augmentent, les rendements allemands baissent. C'est vraiment mécanique en Europe. Donc, à chaque fois qu'il y a un risque qui est perçu dans les autres pays européens, l'Allemagne peut émettre à des prix plus favorables. Et c'est ce qu'on voit ici. Alors, d'un point de vue d'efficacité sociale, ce qu'on voudrait, c'est que le BS soit toujours assez grand pour que F' soit égal à 0, pour qu'on obtienne l'investissement optimal. Donc on voudrait que F' soit égal à 0. Mais vous voyez que quand l'Allemagne choisit combien de dettes à émettre, BS, elle va choisir sa dette pour satisfaire la condition de premier ordre qui est celle-ci. Et vous voyez que le terme de droite, comme f est une fonction concave, f double prime est négatif, et donc vous voyez que le terme de droite est positif. Ça veut dire que l'Allemagne ne va pas émettre autant de dettes que ce qui est socialement efficace. Pourquoi? Parce que l'Allemagne est en position de monopole par rapport à un bien qu'elle vend au marché financier qui est un actif, un collatéral très sûr, qui a de la valeur de collatéral, une valeur de rareté. Donc l'Allemagne va sous-investir dans l'émission de dette. Voilà ce que donne le modèle. Donc, la Grèce surinvestit. Pourquoi est-ce qu'elle surinvestit? Parce que la Grèce vend du collatéral qui dans un état de nature, ne vaut rien. Pas un collatéral très utile. Ce qu'on voudrait, c'est vouloir échanger le collatéral grec pour le collatéral allemand. C'est ça qu'on voudrait faire d'un point de vue social. Et donc on voit que si on laisse l'Allemagne choisir sa dette, elle va choisir une dette à ce niveau-ci, alors que du point de vue de l'Union, on voudrait qu'elle émette un maximum de dettes.
Alors, qu'est-ce qui se passerait maintenant s'il y avait intégration fiscale? Alors, si on a intégration fiscale, alors l'intérêt de l'intégration fiscale, c'est en fait c'est de mutualiser, si vous voulez, les dettes de la Grèce et de l'Allemagne. Et donc, ça veut dire qu'on élimine le risque sur la dette grecque. Puisque avec la mutualisation, au mieux, on élimine le risque tout court, puisque la dette grecque devient la dette allemande. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ce point de vue-là? Ce qu'on peut dire, c'est que quand on est au milieu d'une crise, la mutualisation est toujours avantageuse pour l'Union. Pourquoi? Parce que on préserve la valeur du collatéral, et donc on permet au système bancaire de fonctionner, et donc l'activité économique est efficace. Du point de vue de l'Union, c'est toujours mieux d'avoir une dette mutualisée. À nouveau, on élimine le risque sur la dette grecque, donc on a un bon collatéral, donc le système bancaire fonctionne bien, l'activité fonctionne bien. Donc l'Union veut la mutualisation, c'est efficace d'un point de vue bien-être social. À la date 1, à la fois le pays risqué et le pays sûr, donc l'Allemagne et la Grèce veulent la mutualisation, parce que l'Allemagne, ce qu'elle a à gagner, c'est qu'elle préserve la santé de son propre système bancaire. D'accord? Mais où est la difficulté? La difficulté est que, à la date 0, si l'Allemagne sait qu'il y aura mutualisation, eh bien, à ce moment-là, donc l'Union va se reposer sur sa propre santé financière. À ce moment-là, l'Allemagne n'a rien à gagner à se joindre à l'Union. Elle ne gagne rien. Tous les gains de l'Union pour l'Allemagne disparaissent. Donc, d'un point de vue de l'Union, on veut la mutualisation, mais d'un point de vue de l'Allemagne, ce n'est pas, ça élimine l'attrait financier, purement financier, de se joindre à une union monétaire. Voilà ce que donne l'analyse du petit modèle. Et vous voyez que, en fait, pourquoi est-ce que l'Allemagne n'y tient plus? Parce que l'Allemagne obtenait une rente qui venait du fait qu'elle vendait un produit rare, qui était une dette non risquée. Et donc, si à partir du moment où on mutualise, on n'a plus de produits rares. On élimine la rareté de ce produit. Et donc, du coup, on voit bien que les Allemands ne sont pas très contents. Alors, vous voyez que c'est un mécanisme qui opère même si on ne prend pas en compte l'idée qu'il y aura des défauts de paiement qui vont être payés par l'Allemagne. Donc c'est un effet qui est indépendant du fait que l'Allemagne va devoir renflouer la Grèce. Parce que, bon, je n'ai peut-être même pas mis l'accent là-dessus, si on a une mutualisation qui dit que l'Allemagne va payer une partie de la dette grecque et que la Grèce va augmenter ses impôts pour pouvoir payer l'autre partie de sa dette. Donc il y a un renflouement partiel de l'Allemagne à la Grèce. Eh bien, ce renflouement est dans l'intérêt de l'Allemagne, c'est l'intérêt individuel. Pourquoi? Parce que si l'Allemagne renfloue la Grèce va pouvoir rembourser sa dette. Cette dette est détenue en partie par les banques allemandes. Les banques allemandes n'ont pas de pertes et donc elles vont bien fonctionner. Donc l'activité économique allemande va être accrue. Donc simplement à cause de cet effet-là, ex post, on a intérêt à mutualiser. Mais si on sait ex ante que ça va se produire, il y a cette perte de rente. Et cette perte de rente, comme je vous l'ai montré, les estimations sont énormes. Elles peuvent être de l'ordre de 40 milliards ou plus, selon certains calculs, pour l'Allemagne aujourd'hui. Donc, voilà, donc pour conclure, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Eh bien, on voit que la mutualisation des dettes des pays membres de la zone euro va bénéficier, donc la Grèce, évidemment, les autres pays membres de la zone euro, mais les pays qui sont garants, qui se portent garants, là, on pourrait dire dans une certaine mesure la France, mais certainement l'Allemagne, eux, ne vont pas bénéficier. Ils vont perdre une rente de rareté
Et donc la mutualisation ne peut avoir lieu que s'il y a un transfert des autres pays vers le pays qui offre la garantie. Et ça, on voit mal comment on peut espérer ce type de transfert dans un contexte actuel où les pays en crise qui doivent payer les pays qui ne sont pas en crise. Donc ça, c'est peu concevable. Je vois que Roger, j'ai presque dépassé mon temps. 2-3 minutes. Parce que je voulais montrer une autre chose. D'accord. L'autre conclusion qui vient du modèle, c'est que l'idée d'avoir des banques qui détiennent beaucoup d'obligations d'État, ce n'est pas nécessairement une bonne idée. Parce que, en fait, on joint les crises bancaires aux crises souveraines. Et il faudrait ça peut être raisonnable de pouvoir séparer ces deux crises. Malheureusement, avec l'intervention de la BCE, donc ce qu'on appelle le Long Term Refinancing Operation, le LTRO, donc le 1 milliard qui a été prêté par la Banque centrale ces derniers mois aux différentes banques de l'Union, on a empiré les choses. On a prêté 1 milliard aux banques de l'Union. Qu'est-ce que ces banques ont fait? Donc, ils ont emprunté à 3 ans à 1% à la Banque centrale. Qu'est-ce qu'elles font? Elles achètent de la dette souveraine qui se vend à 5% ou 6%. C'est rentable, évidemment. En partie, on arrive à renflouer le secteur bancaire, comme ça. On aide les États membres. Tout ça, c'est bon. Tout ça va dans la bonne direction. Mais le gros problème, c'est qu'on pousse vers une plus grande intégration des finances publiques et du secteur bancaire. Et là, on augmente les risques par rapport à ce type de crise donc à l'horizon de 3 ans.